Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Studio 47, la chaîne pour tous les passionnés du son et en français, s'il te plaît. Aujourd'hui les amis, je vous propose non pas un tuto, mais un quiz. Quiz qui va vous permettre d'évaluer vos connaissances dans le domaine de la sonorisation de spectacle, du live. C'est un quiz un peu particulier car vous avez les questions, de suite les réponses et une explication. Donc c'est entre le quiz et le cours magistral, c'est un peu entre les deux. Je vous demande donc de jouer le jeu, c'est-à-dire que vous avez 20 questions, les réponses de suite après, vous prenez un petit papier, un stylo, vous notez le numéro de la question, la réponse A, B, C ou D, et après vous faites la somme des bonnes réponses, et dans les commentaires vous mettez le résultat de vos réponses. Ça m'intéresse de savoir un peu où vous en êtes. Voilà, donc j'espère que cette formule va vous intéresser, et c'est parti pour le quiz. Go! Question numéro 1. Les fréquences graves se propagent-elles à la même vitesse que les aigus? Réponse A, oui, sans problème. Réponse B, non, pas vraiment. Eh bien oui, toutes les fréquences se propagent à la même vitesse. Et donc la bonne réponse, c'était bien la réponse A. Question numéro 2. Comment se manifeste le phénomène de proximité sur un micro? A. Le son est plus fort. B. L'énergie dans le grave augmente. La bonne réponse est B. L'énergie dans le grave augmente. Eh bien, le phénomène de proximité sur un micro a pour effet d'augmenter le rapport entre les aigus et le grave. Je m'explique. Lorsque tu te rapproches du micro, bien évidemment, le volume augmente. Mais avec tous les micros directifs, eh bien, ton rapport grave-aigu va changer, c'est-à-dire que le grave va augmenter. Il va augmenter de façon notable. C'est pour cela que les chanteurs, de façon tout à fait instinctive, vont se rapprocher du micro pour avoir cette voix bien grave, bien suave. Et on retrouve donc ce phénomène de proximité sur tous les micros directifs. Ainsi, il n'y a qu'un seul micro qui n'est pas soumis à l'effet de proximité. C'est le micro qui a la directivité omnidirectionnelle. Tous les autres micros ont l'effet de proximité. Tu pourras aussi utiliser cet effet de proximité lorsque tu vas faire de la prise de son. Et si par exemple tu rapproches ton micro sur ta caisse claire ou sur ton ampli de guitare et qu'il est très très près, eh bien tu vas avoir une exagération du grave. Et au lieu de trafiquer ton équaliseur sur la console, tu peux déjà tenter de reculer de quelques centimètres, 2, 3, 4 centimètres, déjà ça sera significatif et tu pourras ainsi rééquilibrer tes fréquences graves-aiguës sans toucher ton équaliseur et ainsi optimiser ta prise de son. Question numéro 3. Une onde acoustique peut-elle se propager dans le vide? Réponse A, oui, sans problème. Réponse B, non, pas du tout. La bonne réponse est B. Le son est une onde qui a besoin d'un support physique pour se propager, contrairement aux ondes électromagnétiques ou la lumière. Dans le vide, elle ne peut pas se propager. Elle va se propager, dans notre cas, la plupart du temps, dans l'air, à une vitesse que l'on verra peut-être un peu plus tard dans une question du quiz. Et aussi, elle va se propager dans tous les supports physiques, qui sont l'eau, le métal, le bois, etc. D'ailleurs, nous, on l'utilise souvent, cette transmission solidienne, lorsqu'on utilise des petits capteurs du genre piézoélectrique. Eh bien, les piézoélectriques, eux, vont capter directement la transmission solidienne de la corde qui va vibrer ou du bois de la caisse qui va vibrer. Et ainsi, on capte bien l'onde sonore dans divers supports physiques. Question numéro 4. En champ libre, dans le cas d'une onde sphérique,
À chaque doublement de distance, que se passe-t-il? Alors, je m'explique. En champ libre, c'est un extérieur. Il n'y a aucun mur, il n'y a aucune interférence, on n'a que du son direct. Et la plupart des systèmes de son qu'on utilise émettent des ondes sphériques. À chaque doublement de distance, je m'explique, je suis par exemple devant mon système de son avec un sonomètre à 4 mètres. J'envoie du son, je mesure un certain niveau, je ne touche pas au son, je double la distance. Comme je suis à 4 mètres, eh bien, je vais me mettre à 8 mètres, 2 fois 4, et je vais observer une atténuation de niveau. Eh bien, quelle est-elle? A, on perd 3 dB, B, on perd 10 dB, C, on perd 0 dB, D, on perd 6 dB. Eh bien, mon ami, à chaque doublement de distance dans le cas d'une onde sphérique, on perd 6 dB. Réponse D. Question numéro 5. En champ libre, dans le cas d'une onde cylindrique, à chaque doublement de distance, que se passe-t-il? Oui, parce que là, on a vu des ondes sphériques, mais on a des ondes aussi cylindriques. Alors, à quel moment on retrouve des ondes cylindriques? Eh bien, on retrouve des ondes cylindriques sur les systèmes line array, line source. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu sais, ces systèmes-là, en forme de banane, qui sont de chaque côté de la scène, ces grappes de haut-parleurs verticaux, eh bien, si on respecte certains critères, ça va générer des ondes cylindriques. Et donc, à chaque doublement de distance, comme je l'ai expliqué précédemment, on va avoir un phénomène. Et donc, quel est-il? Alors, réponse A, on perd 0 dB. Réponse B, on perd 6 dB. Réponse C, on perd 3 dB. Réponse D, on perd 10 dB. Eh bien, la réponse est la réponse C. À chaque doublement de distance avec une onde cylindrique, on ne perd que 3 dB. Et ça, c'est énorme la différence. C'est énorme, énorme, énorme. Bon, après, on verra pourquoi peut-être dans un tuto. Va t'en savoir. Mets-le dans les commentaires si tu veux. Allez, on passe à la question numéro 6. Quelle est la principale fonction de la symétrisation? A. Transporter un signal stéréo. B. Gagner 10 dB. C. Supprimer le bruit. D. Rien de particulier. Eh bien, la réponse est la réponse C. La fonction principale de la symétrisation étant de supprimer le bruit. Alors j'ai mis transporter un signal stéréo parce que souvent il y a un amalgame qui est fait, car pour transporter un signal symétrique, on va utiliser un câble dans lequel il y a 3 fils, un fil de masse, un point chaud, un point froid. Et souvent il y a des amalgames qui sont faits, on dit ouais, il y a 3 fils, on peut transporter de la stéréo, c'est de la stéréo, enfin bon. Ça n'a absolument rien à voir. Un signal symétrique, il nous faut 3 fils pour le transporter. Et ça, on verra dans une question suivante. J'en dis pas plus. Allez, on passe à la question suivante, qui est la question numéro 7. En psychoacoustique, combien de dB en plus pour avoir la sensation que ce soit 2 fois plus fort? Alors, qu'est-ce que c'est la psychoacoustique? La psychoacoustique, c'est l'étude du comportement de l'humain par rapport à la sensation sonore. Comment le son est perçu par l'homme. Alors, toi, tu écoutes un système, tu écoutes du son et tu voudrais avoir la sensation que ce soit 2 fois plus fort. Donc, tu vas devoir augmenter, là, tu vas devoir pousser ton petit fader rectiligne de combien de dB en plus? Réponse A, 10 dB. Réponse B, 20 dB. Réponse C, 6 dB. Réponse D, 3 dB.
Eh bien mon ami, pour avoir la sensation que le son soit 2 fois plus fort, il faudra en moyenne 10 dB. Réponse A. Et oui, à peu près aux alentours de 10 dB pour avoir la sensation que le son est 2 fois plus fort. Allez, on continue avec la question numéro 8. Nous connectons 2 retours de scène en parallèle. Ils ont respectivement une impédance de 8 ohms. Quelle est l'impédance finale? C'est trop facile. Réponse A, 16 ohms. Réponse B, 8 ohms. Réponse C, 2 ohms. Réponse D, 4 ohms. Eh bien, l'impédance finale, lorsqu'on branche 2 retours identiques, bien sûr, parce qu'on branche toujours 2 retours identiques, hein, enfin, on ne fait pas des mélanges de retours comme ça, c'est pas bien. Eh bien, l'impédance finale, lorsqu'on branche 2 retours identiques de 8 ohms en parallèle, elle est de 4 ohms. C'est pas compliqué. Pour connaître l'impédance finale, lorsqu'on branche 2 retours identiques, eh bien, on prend l'impédance de 1 haut-parleur et on divise par le nombre de haut-parleurs qui sont branchés en parallèle. Ainsi, 8 divisé par 2, je crois que ça fait 4. Oui, c'est ça. Ça fait 4 ohms. Réponse D. Ah, c'est trop bien ce quiz. On passe à la question numéro 9. Quelles sont les principales fonctions du boîtier de direct? A. Couper la masse et inverser la polarité. B. Passer d'un niveau ligne à un niveau micro et couper la masse. C. Symétriser et adapter l'impédance. D. Atténuer le son et symétriser. Eh bien, les 2 principales fonctions d'un boîtier direct, ça va être bien évidemment de symétriser le signal et d'adapter l'impédance. Très, 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 très important. Réponse C. Alors certains me diront, oui, ça permet de passer d'un niveau ligne à un niveau micro. Faux. Tous les DI actifs ont un gain de 1. Le niveau qui rentre sera le même que le niveau qui sort. Par contre, si tu utilises un DI passif, la plupart du temps, on va avoir une atténuation aux alentours de 15 dB, c'est-à-dire qu'on va perdre du son parce qu'il y a un transfo à l'intérieur qui est fait comme ça. Mais c'est surtout pas fait pour passer d'un niveau ligne à un niveau micro. On va symétriser et adapter l'impédance. C'était bien la réponse C. Après, on a d'autres petites fonctions, comme le Earlift, comme on peut avoir aussi des atténuateurs, 10, 15, 10, 20, 30, enfin, ça dépend des machines. On va pouvoir inverser la polarité sur certains, mais ça, ce sont des fonctions annexes. Retenez bien qu'on va pouvoir symétriser et adapter l'impédance. Ça, c'est vraiment la base de notre TI. Allez, reste concentré, on passe à la question numéro 10. Quelle est la tension entre une phase et le neutre en France? Une tension électrique, tu l'as compris, en volts. Allez. A, 220 volts, alternatif. B, 230 volts, alternatif. C, 240 volts, alternatif. D, 110 volts, alternatif. Allez hop, coche la bonne case. Eh bien, en France, mon ami, on est en 230 volts alternatif. C'était la réponse B. Le 220, c'était il y a longtemps. 240, on n'y est pas. Et 110, c'était il y a très 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 longtemps. On retrouve du 110 ou du 120 volts aux États-Unis, en Amérique du Sud, dans certains pays asiatiques. Enfin bon, mais bon. Nous, on est en 230 volts alternatif. Ça, c'est la France. Allez, on passe à la question numéro 11. Quelle est la tension entre chaque phase en France? A, 400 volts, B, 380, C, 600 volts, D, 230 volts.
Eh bien, lorsqu'on a une alimentation triphasée, c'est-à-dire qu'on a 3 phases plus un neutre et une terre, eh bien, la tension entre chaque phase est de 400 volts. Réponse A. Il y a quelques années, quelques vingtaine, trentaine d'années, on était en 380. Il y a encore des gens qui disent, ouais, le 380, eh bien non, c'est du 400 volts. 600 volts, non. Et 230 volts, non plus. C'était la réponse A. Waouh, ce quiz, c'est trop bien. J'apprends trop de choses. Vite, la question numéro 12. Quelle est la tension entre terre et neutre? A, 230 volts. B, 120 volts. C, 50 volts. D, 0 volts. Eh bien, la tension entre terre et neutre est de 0 volts. En théorie, réponse D. Car, en fait, au final, la terre et le neutre, c'est la même chose. Mais là, il faudrait que je te fasse un cours d'électricité. C'est pas tellement le propos, mais sache que pour fabriquer la terre, au niveau du transformateur local de quartier qui transforme la moyenne tension en basse tension, c'est-à-dire qui te permet, toi, d'avoir du 230 volts chez toi, eh bien là, les gars, ils ont un petit truc là qui s'appelle le neutre, et ils le plantent dans un piquet dans la terre. Donc, en fait, la tension entre la terre et le neutre, eh bien, elle est de 0 volts en théorie. C'est vrai que parfois, si on la mesure, on a quelques volts qui se baladent, c'est normal, hein, c'est des différences de potentiel, des DDP. Mais si ça dépasse les 15 volts, tu as de quoi t'inquiéter. Hein, ça veut dire que tu as un petit défaut quelque part qui ne va pas bien. Allez, on continue avec l'électricité, mais pas dans le même domaine, et on passe à la question numéro 13. À quoi sert une alimentation fantôme? Alors, réponse A, à faire peur au larcène. B, à délivrer 48 volts continu à une électronique. C, à alimenter un téléphone portable. D, à faire de la lumière. Eh bien, la fameuse alimentation fantôme qu'on retrouve souvent à côté du gain, il y a un petit bouton 48 volts, eh bien, ça sert à délivrer du 48 volts continu à une électronique. Réponse B. Alors, tu me diras, mais quelle électronique? Eh bien, l'électronique qui est par exemple dans un micro distatique, il a besoin d'une alimentation pour fonctionner. Les DI actives aussi a besoin d'une alimentation de 48 volts pour fonctionner. Voilà, c'est à peu près tout. Après, il existe peut-être d'autres machines qui ont besoin d'alimentation, mais là, comme ça, je vois que ça. Les microstatiques et les DI. Si tu as d'autres machines que tu vois, toi, alimenter en 48 volts, tu m'en fais part dans les commentaires, s'il te plaît. Allez, on lâche pas l'affaire, hein, on continue avec la question numéro 14. Quelle est la vitesse moyenne de propagation en mètres par seconde du son dans l'air? Réponse A, 340 mètres par seconde. Réponse B, 1000 mètres par seconde. Réponse C, 230 mètres par seconde. Réponse D, 1 mètre par seconde. Eh bien, la vitesse de propagation moyenne dans l'air est aux alentours de 340 mètres par seconde. C'était la réponse A. Et oui, 340 mètres par seconde. Alors, j'en vois un là, au fond de la classe qui lève le doigt, oui. Ah, ok. C'est pas 340 mètres, c'est 338,2 avec une pression en hectopascal et un taux d'hygrométrie. Ok. Oui, effectivement, lorsque tu veux faire de la mesure extrêmement précise et ultra scientifique, la vitesse du son n'est pas tout à fait aux alentours de 340 mètres par seconde, mais nous, pour ce qu'on a à faire, franchement, ça suffit largement. Donc, pour nos calculs, pour tout ce qu'on a estimé en installation de sono, on va partir sur 340 mètres par seconde et ça sera largement suffisant.
Allez, question numéro 15. En combien de temps, en millisecondes, le son met pour parcourir 1 mètre? A. 100 millisecondes. B. 340 millisecondes. C. 3 millisecondes. D. 1000 millisecondes. Eh bien voilà un petit calcul bien sympathique. Car comme on connaît la vitesse du son, 340 mètres par seconde, il suffit de convertir les secondes en millisecondes, donc une seconde est égale à 1000 millisecondes, et de diviser par 340 mètres. Et donc si on fait ce petit calcul, 1000 divisé par 340 mètres, vas-y, saute sur ta calculette et tu vas tomber sur 2,94. Mais ça fait 2,94 millièmes de seconde. Allez, ça va. Réponse C, 3 millisecondes. Et pour nous, c'est largement suffisant comme précision. Donc ça va te permettre ça de calculer pas mal de choses, et notamment tes placements de plantes délayées. Et voilà, pour estimer le temps que va mettre le son pour arriver à toi. Et tu vois, ça va vite quand même, tu vois, parce que si tu es à 10 mètres, ça met quand même 30 millisecondes, donc. Puisque 1 mètre, 3 millisecondes, 10 mètres, 30 millisecondes. Et 30 millisecondes, nous, on commence à entendre des petits décalages. Eh oui. Allez, on continue, c'est vraiment trop chouette ce quiz, génial. Allez, question numéro 16. Quelle est la fonction d'un interrupteur différentiel? A. À protéger d'une surintensité. B. À protéger le matériel. C. À protéger de la foudre. D. À protéger l'homme. Eh bien, l'interrupteur différentiel sert à protéger l'homme. Réponse D. C'est une protection obligatoire dans nos installations. Interrupteur différentiel 30 mA. Il va vérifier qu'il n'y a pas de courant de fuite, c'est-à-dire un courant qui s'échappe de l'installation. Du genre, tu touches un câble, et ça passe par ton corps et ça va à la terre. Donc ça s'appelle un courant de fuite. Si ce courant de fuite est supérieur au calibre de l'interrupteur différentiel, c'est-à-dire 30 mA, eh bien lui, il coupe tout. Ainsi, il va te protéger et t'éviter la mort. Faut faire très 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 attention à ça. Il y a quelques années, il y a une chanteuse qui est décédée à la fin du concert. Elle a eu un choc électrique, mais malheureusement, l'installation était mal protégée, était mal calibrée. Elle est décédée. Donc il ne faut pas rigoler avec ça. Les accidents électriques, ça arrive très souvent, mais on en parle peu. Voilà, donc soyez très 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 prudents. Vérifiez que votre interrupteur différentiel 30 milli est bien présent en tête d'installation et qu'il fonctionne. Vous avez un petit bouton dessus, il y a écrit T, c'est un bouton de test, vous appuyez dessus, il faut que ça disjoncte. Et voilà, et là vous avez vérifié que votre disjoncteur fonctionne. Question numéro 17. Quel est l'ordre de grandeur de la tension de sortie d'un micro? En A du millivolt, en B du volt, en C du microvolt, en D du kilovolt. Donc je ne vais pas donner une valeur exacte, puisque la valeur exacte dépend bien évidemment du signal, de la pression acoustique que va subir le micro, ça dépend si c'est un micro dynamique, un micro statique, etc., de la sensibilité du micro, bien. Mais on est dans une zone, et la zone c'est le millivolt. Réponse A. Eh oui, le millième de volt. Un 58, c'est quelques millivolts qui sortent. Un statique, ça va être dans la zone des 40 millivolts. Voilà. Question numéro 18. Quel est l'ordre de grandeur de la tension d'un niveau ligne? C'est de l'ordre du A, microvolt, B, kilovolt, C, volt, D, millivolt.
Eh bien, pour le niveau ligne, on est dans un ordre de grandeur du volt. Réponse C. Par exemple, un plus 4 dBU, quand tu vois ça sur ta console, ta sortie de console, tu es à plus 4 dBU, ça veut dire qu'au niveau nominal, plus 4 dBU, tu as 1 volt 23. Voilà. Et donc, nous, on a vu sur la question précédente que le micro, c'était l'ordre du millivolt. Et bien, avec le gain, nous, on va amplifier et on va venir aux alentours du volt. Voilà. On continue et on passe à la question numéro 19. Sur une entrée symétrique XLR, à quoi correspondent les pins 1, 2 et 3 ? Et oui, comme tu as pu le remarquer, sur les XLR, il y a des chiffres là, qu'elles soient mâles ou femelles, il y a des petits chiffres des deux côtés partout. Réponse A. 1, c'est le neutre. 2, la phase. 3, la terre. Réponse B. 1, c'est la masse. 2, c'est le point chaud. 3, c'est le point froid. Réponse C. 1, c'est le point froid. 2, c'est la terre. 3, c'est le point chaud. Réponse D. 1, c'est le point chaud. 2, c'est la masse. 3, c'est le point froid. Eh bien, mon ami, la réponse est la réponse B. En 1, on a la masse. En 2, on a le point chaud. Et en 3, on a le point froid. Alors, c'est quoi la masse ? La masse, c'est le référentiel 0. C'est ta référence 0 volt. Le point chaud et le point froid, ça, ce sont les signaux qu'on va retrouver lorsqu'on symétrise un signal. Mais bon, il faudrait que je te fasse un cours sur la symétrisation. Tu me dis dans les commentaires si tu veux que je te fasse ça, je peux le faire. C'est possible. Allez, maintenant, on passe à la dernière question. Ultime question, la question numéro 20. En champ libre, si je mesure 73 dB SPL avec un seul haut-parleur, quel sera le niveau si je double la puissance envoyée dans le haut-parleur ? Réponse A, 146 dB. Réponse B, 100 dB. Réponse C, 76 dB. Réponse D, 73 dB. Alors, celui qui a répondu A, 146 dB, eh bien, c'est pas ça, mon ami. C'est optimiste, ça part d'un bon sentiment, mais malheureusement, lorsque tu doubles la puissance de ton amplificateur, tu n'auras pas le double de puissance acoustique, malheureusement. La réponse étant la réponse C. À chaque doublement de puissance, tu gagnes 3 dB et rien de plus. Voilà, j'espère que ce quiz t'a permis d'avancer un peu, de répondre à certaines questions, et puis sûrement, ça a dû soulever pas mal de nouvelles questions. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses, cette formule quiz. Je peux faire des quiz peut-être plus spécialisés, moins généralistes, parce que là, c'était vraiment un peu touche à tout. Donc, si tu souhaites avoir un petit tuto spécifique, n'hésite pas à le demander. Si je peux y répondre, ça sera avec grand plaisir. Allez, à très bientôt. Ciao!